Pour commencer, l'idée c'est un peu de présenter qui nous sommes, nous, Talentia. Talentia, nous sommes un éditeur de solutions de pilotage de la performance opérationnelle, donc autant financière, avec des outils comptables tels que le budget, le reporting, la consolidation et bien sûr la gestion comptable, mais des outils aussi de ressources humaines, qui est aujourd'hui le sujet qui nous intéresse le plus, avec un peu la base de tous les systèmes, qui est l'administration du personnel, la paye et en effet toute la gestion des talents. Et tout ça opéré avec des outils d'aide à la décision. Aujourd'hui, à l'heure où on parle du big data, qu'on parle du reporting, du décisionnel, ce sont les outils qui vont nous permettre de prendre des décisions, quelle que soit l'activité que l'on peut avoir, que ce soit financière, RH, et pourquoi pas commercial, marketing. Ça, c'est nos métiers. Pour insister un peu plus sur qui nous sommes un groupe indépendant européen d'origine française qui aujourd'hui fait 430 collaborateurs, qui a aujourd'hui 55 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'année 2015. Si on doit gérer un classement, on va dire qu'on est 17e éditeur dans le top 100 et à peu près 3600 clients dans tous les domaines d'activité. On considère qu'il y a une organisation à taille humaine, présent dans plusieurs pays d'Europe, donc que ce soit la France, le pays d'origine, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, et à travers des distributeurs présents aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Afrique. Ça, c'était très rapidement pour brosser un peu qui nous étions, puisque le sujet principal n'est pas de savoir, mais c'était vraiment de parler de cette notion de génération et numérique. Est-ce que c'est une fracture ou une chance pour les entreprises? Alors, pourquoi on a été amené à gérer ce problème-là? C'est que aujourd'hui, les générations se côtoient dans le monde du travail, et que chacun, en fonction de génération, au moins dans sa vie quotidienne, ont des aspirations et des attentes qui sont relativement diamétralement opposées, peut-être un mot un peu fort, mais qui véritablement sont différentes. Et que la question qu'on peut se poser, c'est qu'entre le partage des compétences et que le numérique, est-ce qu'il n'y a pas un ciment à gérer à ce niveau-là pour faire de cette différence de notion, de génération, plutôt un avantage pour l'entreprise, ou même plus, l'obligation de l'entreprise de concevoir ce qu'est l'intergénération pour véritablement continuer à évoluer et à grandir. Alors le sujet, il a été amené par une enquête que nous avons menée avec le CXP, et sur une des questions qui était posée, c'était de dire aujourd'hui, vous en tant que DRH, quelles sont les problématiques que vous pensez être les plus importantes pour demain? Et on a été assez étonnés dans la réponse, c'est qu'on s'est aperçu qu'au-delà de la gestion des talents, le côté collaboratif qui reste des préoccupations relativement importantes pour les RH, la première chose était cette notion de la gestion intergénérationnelle. En gros, c'est de nouveaux métiers, de nouveaux modes de travail, des personnes qui cohabitent, qui ont des origines complètement différentes, et c'est véritablement quelque chose qui nous a un peu interloqués, qui nous a fait nous poser des questions. Puis surtout, lorsqu'on a regardé un deuxième chiffre, on s'est aperçu que dans les réponses, on s'est aperçu que les DRH qui étaient le plus concernés et qui étaient le plus inquiets justement dans cette notion d'intergénération étaient cette génération Y, qu'on dit être la génération qui va pousser en fin de compte cette modification dans les rapports entre les personnes. Et de façon relativement importante, puisqu'elle répond à 40% en fin de compte de ces réponses qu'ils ont pu faire. Donc, ces deux phénomènes étaient relativement intéressants, c'est qu'on aurait pu penser que l'intergénération concernait plutôt les DRH anciens, mais là, on s'aperçoit que ceux qui sont inquiets de cette problématique-là sont plutôt cette génération Y, celle donc qui rentre dans le monde du travail et qui sont pour beaucoup porteurs de beaucoup d'espoir. Et à travers cette réflexion-là et ces deux chiffres, on s'est dit, étant une vraie problématique, c'est comment on peut lier cette façon du numérique, de l'intergénération. Est-ce qu'on les oppose, est-ce qu'on ne les oppose pas? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on lit la presse, on trouve un peu de tout à partir de là, entre les extrémistes qui disent sans la génération Y, vous ne vivrez pas, et d'autres qui disent la génération Y n'a pas les mêmes valeurs de travail que nous. Enfin, on lit et on voit beaucoup de choses. Alors juste pour un peu replacer un peu le débat, la révolution numérique. Alors, la révolution numérique, c'est qu'on en parle déjà plusieurs années, et on a des écrits importants. Gilles Davigny, qui est un auteur qui fait référence dans ce milieu-là, a dit en gros que c'est la première révolution industrielle, beaucoup plus importante que ce qui s'est déjà passé lorsqu'on a vu les machines à outils qui sont arrivées sur le monde du travail, et c'est vraiment le gros challenge, la première grande révolution industrielle que va connaître le monde entier, et ça concerne bien sûr le monde.
et que ça concerne tous les domaines de l'entreprise. Hein. Et quand je dis de l'entreprise, c'est même dans notre vie privée, comment cette révolution numérique a existé. En effet, aujourd'hui, le papier a pratiquement diminué. Si on prend un cas précis, on part en vacances, les cartes postales ont pratiquement changé, on envoie de moins en moins de cartes postales, et on prend une photo et on ajoute un commentaire, et sur chacun des réseaux sociaux, cette photo est distribuée, c'est la commission qui va exister. Donc on s'aperçoit que cette révolution numérique est quelque chose qui est en marche, et qui révolutionne tout, qui révolutionne la consommation, qui révolutionne tous les secteurs de la vie du quotidien, et donc, bien entendu, de l'entreprise. Si on va un peu plus loin à aujourd'hui, ce slide que vous voyez, le monde change, c'est souvent un slide qu'on met dans la présentation de notre société. Moi, je fais des RH depuis de nombreuses années, hein, je fais partie de la génération Baby, en fin de compte, on va dire ça comme ça, je ne vais pas employer le bout, mais au moins Baby. Et en fait, c'est de dire que quand je suis entré dans les RH, dans le début des années 90, fin des années 89, vous aviez des penseurs de la RH qui disaient aujourd'hui, les DRH de demain sont les managers. On est aujourd'hui en 2016, les écrits sont identiques. C'est-à-dire que les mêmes penseurs, les mêmes écrivains de la RH disent exactement la même chose. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'aujourd'hui, la technologie fait qu'on va être capable de prendre ces idées qui sont vraiment des idées importantes et qu'on va pouvoir les mettre en pratique. Parce que jusqu'à maintenant, les outils communiquaient pas aussi bien qu'on peut communiquer aujourd'hui, que globalement, la démocratisation n'était pas rentrée dans le monde de la RH comme elle est rentrée aujourd'hui, et qu'on est vraiment aujourd'hui dans des environnements qui sont vraiment mouvants, qui bougent, et qu'il nous faut les outils nécessaires pour pouvoir gérer. Et il m'a semblé intéressant que ce slide, et pourtant pour nous un slide de présentation de société, fasse bien partie de ce slide comme étant un slide significatif de l'intégration du numérique dans le monde de l'entreprise, et en particulier dans le monde de RH. Alors, juste un autre aparté, quand on fait de la documentation, quand on prépare un atelier de ce type-là, on va à droite, à gauche, on va bien sûr sur Internet, un peu comme tout le monde, et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ces enfants du numérique? Donc c'est des gens qui sont nés fin 80, 90, à partir de là, et qui sont surtout imprégnés de la culture du numérique. La petite photo, elle n'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès leur plus jeune âge, les enfants pratiquent ce côté numérique. Ils ont les tablettes, les jeux qu'on leur achète à Noël, à l'anniversaire, sont déjà des mini-tablettes d'utilisation. C'est comme ça qu'on leur fait découvrir le monde, qu'on leur apprend à lire, qu'on leur apprend à lire, et que vous voyez aujourd'hui dans beaucoup d'écoles des vrais projets d'intégrer ce monde numérique dans l'apprentissage de l'école, en fin de compte. C'est quelque chose d'important. Et j'ai trouvé une petite phrase qui me semblait aussi très intéressante, et en ayant discuté dans l'entreprise, c'est vrai, c'est qu'en fonction de génération, lorsque vous avez un nouvel appareil photo, les gens de ma génération, ou même de la génération un peu en dessous, disent tiens, j'ai un appareil photo numérique. Et aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un de la nouvelle génération, c'est j'ai un appareil photo quand je n'ai pas un smartphone. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on a complètement modifié notre panorama, où le numérique fait partie intégrante de quelqu'un qui a été versé dessus. Il va plus préciser que son appareil photo est numérique, ou il va bientôt dire aujourd'hui j'ai un smartphone parce que sous-entendu le smartphone est numérique, donc j'ai mon appareil photo à l'intérieur. Et donc on peut s'apercevoir là que la mentalité, l'appréciation que les gens peuvent avoir sur les choses est complètement différente de ce que nous on peut imaginer de notre génération. Alors, les générations Y, c'est un peu le panneau, parce que c'est cette génération-là qui a mis le doigt sur cette notion de l'intergénération, des générations. On a différentes origines de dessins, je trouve que ce petit dessin était sympa et un peu drôle. Aujourd'hui, ce qui est quand même relativement important, c'est que il y a toujours eu plusieurs générations au sein d'une même organisation. C'est-à-dire que, de tout temps, on n'a jamais travaillé avec une seule organisation. Et que quand vous aviez le travail, on peut dire aujourd'hui le travail est plus long, moins long, et ainsi de suite, mais globalement, en 1920, aujourd'hui, les enfants qui avaient 15 ans, qui avaient moins de 15 ans n'avaient pas le droit de travailler, mais tous ceux qui avaient au moins 15 ans avaient le droit de travailler en entreprise. Donc on avait des enfants de 15 ans qui travaillaient, en même temps on avait des personnes de 70 ans qui continuaient à travailler, puisque l'âge de la retraite est arrivé bien après. Pour autant, aujourd'hui, on est capable de distinguer des problématiques de comportement qui sont différentes en fonction de ces différents âges qu'on peut avoir. On a les baby boomers, ceux qu'on a dit étaient nés à peu près dans les années 50, même avant 50, mais aujourd'hui, généralement, quand vous êtes né avant 50, vous ne travaillez plus dans le monde du travail, c'est relativement rare, jusqu'en 65, qui, entre parenthèses aussi, ces personnes-là sont ce qu'on appelait à notre époque les 68 heures, c'est-à-dire c'est ceux qu'on fait mai 68, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qui ont voulu apporter un changement assez important à la société. C'est aussi la génération
qui a porté l'égalité entre l'homme et la femme, c'est-à-dire qu'il y avait des comportements, des lois qui ont été votées, ils ont été porteurs d'un véritable changement. Ne l'oublions pas aujourd'hui, parce que ça a été à l'époque, par rapport aux générations d'avant, véritablement des comportements qui choquaient les personnes d'avant. Moi, j'étais en âge jeune, mais globalement, mes grands-parents étaient choqués par ce que réclamaient les personnes d'antan. Après, on a eu cette génération X, qui est la génération d'après, 65-80, qui sont souvent les dirigeants des entreprises d'aujourd'hui, il faut passer à l'allusion, c'est-à-dire que les hauts dirigeants, c'est à peu près les gens qui sont dans ces eaux-là. Et puis, on a cette génération Y, et la génération 80-95, et on a les Z qui vont arriver, qui est la génération 95. C'est-à-dire que cette génération qui est née après 95, c'est les Z, et on est en train de parler au l'autre de l'autre génération. La seule différence aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le phénomène s'intensifie, c'est vrai, parce que les carrières sont plus longues. Aujourd'hui, on sait que l'âge de la retraite va avancer, mais surtout qu'on est rentré dans un cycle où on forme les gens de plus en plus. C'est-à-dire que le monde du travail a des obligations, entre autres, mais aussi une obligation législative, je suis obligé de former les personnes, mais aussi une obligation, pour pouvoir exister, de générer de la formation. Juste un aparté, c'est que souvent on dit, aujourd'hui, 60% des métiers qui seront en 2030 ne sont pas connus aujourd'hui. C'est important et de prendre en compte cette information-là. Donc ce qui fait que, si on regarde bien, plutôt que de cloisonner, ce qui s'est passé avant, c'est la grosse différence de ce qui se passait avant, il faut tôt amener les trois générations à travailler ensemble et à échanger, à partager et à se nourrir mutuellement. Les deux doivent s'apporter quelque chose. Il y a malgré tout, on est lié à un héritage d'idées reçues relativement important. Par exemple, c'est entre les générations les plus éloignées que les risques de friction et de choc sont les plus grands. En gros, je suis moi quelqu'un de la génération X, avec mon grand-père, on n'a pas les mêmes idées, et si je travaille avec lui, je risque d'avoir un comportement très, très générateur de friction et peut-être d'incompréhension. Il faut s'apercevoir que ce n'est pas le cas, que les différentes expériences de management interculturel montrent qu'en fin de compte, c'est quand les cultures s'ignorent. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quand on ne prend pas en compte les usages et les habitudes de chacun qu'on arrive à des frictions. Et que ça peut très bien exister dans, par exemple, des entreprises qui sont des multinationales, aujourd'hui, qui vont avoir des entreprises en Suisse, qui vont avoir des entreprises en France, en Allemagne, en Italie, où les comportements sont complètement différents. Et si on ne prend pas en compte le côté culturel des choses, on va avoir des zones de friction sur des gens du même âge, simplement leur culture, elle est différente. Donc, l'âge n'a pas une importance si grande que ça, c'est plutôt cette notion interculturelle qui est importante. C'est celui qui détient la connaissance qu'incombe la responsabilité de la transmission. En gros, je sais, donc je dois se transmettre. C'est pas vrai, c'est quelque chose qui est faux, et c'est vraiment une idée, c'est que c'est pas simplement, c'est pas parce que je sais que je dois transmettre, on doit m'aider à transmettre. C'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'on le reverra parce que je cite derrière, je peux être un excellent sachant, mais un très mauvais donneur d'informations. C'est-à-dire je peux être un mauvais formateur tout en étant un excellent sachant. Parce que former ou donner de la connaissance, ce n'est pas la même chose à ce niveau-là, excusez-moi. Donc c'est vraiment une question. Et l'autre chose qui est vraiment fausse, c'est est-ce que la transmission se fait des anciens vers les plus jeunes? À aujourd'hui, la grosse différence, c'est que la rapidité d'évolution de la technologie fait qu'on doit marcher dans les deux sens. Et qu'un jeune apporte autant par sa connaissance à un ancien que l'inverse. Et que globalement, les choses qui sont intéressantes se font dans les deux sens. Et je prendrai une expérience qui s'est passée du côté en Corée du Sud, où suite à une initiative gouvernementale de former les anciennes générations à pouvoir acheter. À première vue, on a quelques problèmes de connexion, donc je risque peut-être encore d'être gêné par cette notion-là. Donc j'étais sur la transmission, est-ce qu'elle se fait des anciens vers les plus jeunes, et je racontais l'anecdote de ce qui s'est passé en Corée, où en fait, ils ont, sur un projet gouvernemental, les jeunes étudiants dans les domaines de la communication se devaient de former les anciens à l'utilisation des nouvelles technologies. Et ils ont considéré, au bout d'un moment, ils se sont aperçus que les gens ont passé beaucoup plus de temps entre les deux parties dans cette notion-là, c'est-à-dire qu'au lieu de passer le temps qui était imparti, les jeunes ont passé beaucoup plus de temps en expliquant qu'ils avaient énormément acquis parce que les anciens leur avaient raconté, leur expliqué ce qu'était leur pays, ce qu'était la Corée du Sud, l'histoire de la Corée du Sud, et eux avaient porté le message de l'utilisation de la technologie
en disant mais il ne faut pas que ça vous fasse peur, c'est quelque chose qui est facile à utiliser et véritablement ça peut vous aider à vous enrichir encore et à continuer à apprendre. Cette notion-là est relativement intéressante, ce qui n'empêchera pas qu'on a quand même des choses qui sont réelles. C'est de la mécompréhension entre jeunes et moins vieux. Par exemple, c'est quand vous êtes quelqu'un senior, qui vous commencez à utiliser les réseaux sociaux, pourquoi pas Facebook, et un jour vous avez votre apprenti ou votre élève qui vous dit tiens, est-ce qu'on peut être copain sur Internet. C'est quelque part lorsqu'on est dans un restaurant, et on le sait fort bien, on est en train de discuter, en train de faire son ménage, et puis vous vous étonnez qu'il y a la personne en face qui est avec son téléphone et qui est en train de taper dessus pendant que vous êtes en train de discuter. Il y a des choses qui sont vraiment incompréhensibles et qu'on a, nous, du mal, peut-être, nous anciens, à comprendre. De la même chose, les nouvelles générations qui rentrent dans le monde du travail ont du mal à comprendre que notre génération était fais ça et tais-toi. C'est-à-dire que de pouvoir travailler sans vraiment savoir pourquoi ça se passait, comment ça se passait à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les managers, beaucoup, lorsqu'on les interroge, nous disent mais en fin de compte, il n'y a pas plus chronophage qu'un jeune parce qu'il faut toujours lui expliquer pourquoi il faut qu'il fasse les choses. Donc on s'aperçoit malgré tout que même si on parle d'intergénération, même si on doit aller dans les deux sens, il est important que il y a quand même des idées, des clichés qu'il faut un peu combattre parce que elles sont peut-être révélateurs plutôt d'un agacement que véritablement d'un état d'esprit. Alors, en gros, le numérique dedans, qu'est-ce qui se passe? Le numérique aujourd'hui, c'est un excellent, c'est fantastique parce que c'est un vrai levier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la différence avant, on parle beaucoup des générations, elles ont toujours existé, on l'a vu tout à l'heure, on parle beaucoup des générations aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la technologie fait que on est capable de très rapidement d'identifier une notion, de savoir avant. Lorsque vous discutez maintenant, lorsque par exemple vous allez chez le médecin, une différence de comportement, avant d'y aller, les gens vont aller sur Internet, savoir tiens, j'ai tel symptôme, quelle maladie ça peut aller. D'autres générations vont attendre d'aller chez le médecin qui va vous expliquer que vous avez telle ou telle infection, maladie ou autre. Et là, quand vous retournez, vous allez sur Internet et puis vous allez regarder quelles sont les conséquences qu'on peut avoir sur cette maladie-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'échanger, de communiquer, ce qui fait que dans notre comportement du quotidien, on s'aperçoit en effet que notre moyen par rapport à ce numérique, il est complètement différent. En gros, en parodiant un peu Jean de La Fontaine, okay, c'est la génération X, c'est le chêne, la génération Y, c'est le roseau, et les deux ont des différences. Ce n'est pas deux notions différentes, c'est que les deux ont leur propre existence, et puis les deux peuvent très bien vivre l'une à côté de l'autre sans aucun problème. Faire une force grâce au numérique de cette intergénération, c'est même pas l'innovation, c'est simplement du bon sens. C'est-à-dire c'est aujourd'hui, c'est collectivement comment on peut en tirer un bénéfice. Et quand je dis collectivement, c'est le monde de l'entreprise qui collectivement va pouvoir retirer le bénéfice de ce que peut être cette notion de l'intergénération. Le rôle du DRH, il est relativement important quand même, parce que c'est lui qui, dans l'entreprise, gère les personnes, et que quelque part, le numérique, il est une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de manager, d'échanger, de collaborer. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un exemple de l'entretien, je ne parle pas de l'entretien professionnel, mais d'un entretien très classique qui aujourd'hui peut être mis en cause parce qu'on dit est-ce qu'il est adapté au monde de l'entreprise, au monde moderne, et ainsi de suite. La différence qui se passait pourtant entre un entretien d'avant, c'est que lorsque c'était fait sur le papier, on mettait des choses sur le papier, chacun les signait, on le rangeait, le salarié dans un tiroir, le service RH dans une armoire, et puis globalement, on ne s'occupait pas trop de ce qui se passait. Aujourd'hui, lorsqu'on va le numériser, le dématérialiser, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'entretien d'après, vous allez vous rappuyer sur ce qui s'est déjà passé sur l'entretien d'avant. Et les engagements ou les promesses que vous avez tenues vis-à-vis des salariés ou que les salariés, l'engagement qu'ils ont pris, sont facilement vérifiables, on savoir comment j'ai évolué, comment j'ai fait. Donc on s'aperçoit que cette notion numérique a véritablement changé la notion des dialogues. Le numérique doit aussi aider à transmettre. C'est-à-dire qu'on peut s'apercevoir aujourd'hui que certaines entreprises vont essayer de mettre en place des outils qui vont permettre de dire, vous, jeune génération, je suis une entreprise qui a 100 ans, je suis une entreprise qui a 150 ans, vous ne savez pas qui on est, vous ne savez pas comment on évolue, vous ne connaissez pas notre histoire. Nous, aujourd'hui, on va demander à des historiens qui vont vous mettre à disposition les outils qui vont vous permettre de mieux nous connaître.
Et ça, c'est intéressant parce que souvent les anciens connaissent l'histoire de la société, et les gens qui rentrent ne connaissent pas. Et on s'aperçoit même que dans certaines structures, lorsqu'on parle avec certains dirigeants d'entreprise, que dans le cadre, par exemple, d'un recrutement, ils vont poser une question pour savoir, est-ce que vous connaissez les valeurs de notre société? Est-ce que vous connaissez notre histoire? Par ces questions-là, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est fondamental que, aujourd'hui, la connaissance de l'entreprise dans laquelle on travaille est relativement importante, justement à cause de cette cohabitation. Et les outils, c'est de la mise à disposition d'informations, qui va permettre à chacun de pouvoir s'enrichir de ce qu'est l'entreprise et comment ça peut marcher. C'est important aussi de pouvoir échanger avec les anciens quand on sait comment je peux faire ci, comment je peux faire ça, sans rentrer dans quelque chose un peu très structuré. Ce qu'on pourrait appeler, c'est qu'aujourd'hui, la notion des réseaux sociaux développe une sorte de communication informelle, comme pouvait être la machine à café dans le temps, où on échangeait, on dit tiens, en fait, comment tu as fait ça, comment tu as fait ci. Alors, il n'y avait pas de traces, c'était très oral, et qu'on reposait plusieurs fois la question. Aujourd'hui, les réseaux sociaux vont garder cette sorte de communauté, c'est-à-dire je m'adresse à qui sont mes amis, et pour autant, je vais être capable, à travers ces informations-là, de pouvoir dire j'échange en notant l'information, et demain, en tant que moi RH, par des outils, je vais être capable d'analyser ces types d'informations, on est d'accord, et je vais pouvoir travailler sur cette problématique-là pour expliquer qu'en effet, on a des gens qu'on n'a pas repérés dans l'entreprise comme étant des vraies compétences, mais pour autant, lorsqu'on a besoin de certaines informations, c'est vers eux que l'on va se référer. En ce sens-là, l'outil, donc la numérisation de ces informations-là, va véritablement aider, et ça va nous faire aller sur vraiment toutes ces technologies. Si on avance un peu plus loin, c'est que le RH, il a quand même des diagnostics. Vous avez, par exemple, les dispositifs qui ont été pris dans le contrat de génération avec un outil gratuit, que vous pouvez charger de façon gratuite sur Internet, créer une notion de diagnostic sur les âges, les problématiques du baby boomer, des départs, des informations comme ça. On est aujourd'hui aussi sur une nouvelle problématique dimension qui sont les outils décisionnels et big data. C'est-à-dire que c'est une véritable opportunité d'analyse. Souvent, il n'y a pas très longtemps, en parlant avec le DRH, un des DRH qui est notre client, qui est le DRH de Saint-Maclou, expliquer qu'en fin de compte, ce qui l'intéressait aujourd'hui, ce n'était pas le côté traditionnel de dire j'ai des gens qui ont 55 ans aujourd'hui et dans 10 ans, ils auront 65 ans. C'est de dire parmi les gens qui ont 55 ans aujourd'hui, quels sont les gens qui seront encore là à 65 ans. Et en prenant des informations qui sont aussi propres à l'entreprise, alors par rapport à l'historique de ce qui s'est passé dans l'entreprise, qui est parti, qui n'est pas parti, quelles sont les modalités, mais par rapport aussi à des données externes, c'est-à-dire des benchmarks, en disant attention, les gens qui ont plus de 60 ans, qui ont commencé avant tel âge, ont tendance à partir, en retraite ou autre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller non plus dans le côté réactif, c'est-à-dire dans le côté proactif, genre, anticiper ce qui va pouvoir se passer. Et dans ça, les outils, les signaux Big Data ont véritablement leur importance et elles vont modifier le panorama de cette approche des générations et autres. Le tutorat, c'est important aujourd'hui, c'est un véritable outil, le tutorat, mais pour autant, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le tutorat, c'est quelque chose qui doit marcher dans les deux sens. On le voyait au départ, c'est j'apporte quelque chose, moi en tant qu'ancien, j'apporte une connaissance, et comment faire, parce que j'ai une expérience, mais mon expérience, elle est liée par rapport à ce que j'ai appris à un certain moment, et les jeunes doivent apporter vis-à-vis de ce tuteur d'autres informations qui vont leur dire, bah oui, on peut travailler autrement, on a d'autres outils pour le faire, et que c'est la combinaison des deux qui nous permettra une forme d'excellence, si on peut la. Et ce qui est important, c'est que je pense que lorsqu'on parle des générations, la génération, c'est un peu comme la diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend tous les jours, par les problèmes qu'on évoque, avec tout ce qui peut se passer dans l'actualité, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'un pays grandit de la diversité. En gros, les mélanges ne sont jamais négatifs, ils sont plutôt positifs. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, c'est une vérité, mais l'âge aussi. L'âge, c'est une diversité de l'entreprise. Et qu'on doit la traiter au même titre que la diversité telle qu'elle peut être, handicapée, femmes, enfin, tout ce qui peut avec la diversité telle qu'elles existent, parce que c'est une vraie chance pour l'entreprise, à partir du moment où les gens apprennent à cohabiter ensemble. Et le rôle du DRH, il est important parce que c'est le message qu'il doit porter avec les gens qui sont ses relais sur le terrain, qui sont les DRH. C'est quelque chose qui est véritablement important et qui est une vraie problématique d'entreprise. Alors, pour autant, si je fais une actualité des DRH, on a deux grands sujets aujourd'hui, les DRH et l'intérêt à la nation. C'est par exemple l'intégration et le talent. Je dirais que le talent, il n'a pas d'âge. C'est toujours déplorable lorsqu'on s'aperçoit que pour recruter sur un certain poste, on va mettre une limite.
on arrive à avoir, alors sachant que c'est discriminant, mais c'est insidieux en disant, ben, on va recruter. Est-ce que demain, sur un poste un peu stratégie d'entreprise, on peut recruter qui a beaucoup d'expérience et qui a un âge avancé? Ou pourquoi pas un jeune, mais pas faire fi de l'âge comme étant un critère à l'un ou l'autre. Il faut savoir aujourd'hui qu'on a encore des entreprises qui disent le turnover est obligatoire à l'entreprise. Sachez quand même que si on prend les dernières études qui sont faites aux États-Unis, qui a été le pays précurseur de cette notion-là en disant le turnover est une entreprise, on s'est aperçu malgré tout que ce n'était pas si profitable à l'entreprise que ça, parce qu'il y a une perte de connaissances relativement énorme, donc un nouvel engouement, mais une perte des valeurs stratégiques de l'entreprise, et que globalement, c'était un manque. Et qu'aujourd'hui, les avis sont un peu plus mitigés, et qu'on doit trouver la bonne proportion entre un turnover exigeant et quelque part la notion de ce qui peut se passer dans l'entreprise. C'est un peu comme dans les équipes de sport, on a développé les centres de formation, parce qu'on s'est aperçu que peut-être recruter à l'intérieur, c'est peut-être moins cher, plus intéressant, et même plus valorisant pour les équipes sportives que peut-être que systématiquement à chercher. C'est lié véritablement qu'à une question d'argent, on va dire ça comme ça. Donc je dirais que le talent, il n'a pas d'âge, et que l'entreprise, elle doit parier plus sur le talent, c'est pourquoi pas les démarches d'implication que peut avoir un salarié dans l'entreprise, ces démarches d'être un leader, et que sans compter, l'entreprise, c'est une vraie opportunité, de la même façon que le Big Data, aujourd'hui, c'est des opportunités d'analyse qui nous permettent de combiner toutes ces informations. Donc ça, c'est quelque chose d'important. L'âge n'est pas le remède à tout ce qui peut se passer. On peut remarquer, c'est que les startups qui ont été créées il y a déjà 20 ans, ont maintenant des dirigeants qui sont un peu plus âgés que quand ils ont créé. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont arrêté, ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas des startups, ce n'est pas pour autant que la société a progressé, elle a évolué. C'est quelque chose qui est aussi une réalité. Avant d'expliquer ce qu'on fait, parce que tout ça c'est quand même relativement important, on peut lancer un petit pavé dans la main. Parce que d'abord, la première chose, c'est que si je prends Wikipédia, on peut en dire ce qu'on veut, c'est que la génération Y, la notion de génération, c'est un concept essentiellement occidental. C'est-à-dire que cette notion de génération et quelque part de cette forme de confrontation n'existe pas, par exemple, dans les pays asiatiques. Ça n'existe pas en Afrique. Les institutions. En Chine, par exemple, c'est fréquent de voir, en tant que dirigeant d'entreprise, un jeune, un vieux, en même temps, au même rôle. Parce qu'eux, ils ont compris très rapidement, et c'est dans leur culture, que c'est l'apport de chacun qui faisait l'apport de quelque chose. Donc on n'a pas, on ne le remarque pas. C'est vraiment un usage du quotidien. Et la notion de montrer le côté génération, intergénération, c'est vraiment quelque chose qui est très occidental. Autre chose aussi qui est quelqu'un qui est assez reconnu dans toute cette notion de génération, qui est un professeur qui s'appelle Albert Claude Bellamy, qui il y a déjà quelques années de ça, parce que c'est 2013, disait que le concept génération Y est une ineptie, car cette génération n'a fait l'objet d'aucune étude universitaire. En gros, on est parti plus sur un côté marketing de génération Y, mais qui n'a jamais eu de véritable étude qui a modifié les comportements, qui a analysé les comportements. Et qu'on est parti sur notre idée. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est à partir de la génération Y qu'on a trouvé des noms aux anciennes générations. Parce que les anciennes générations n'avaient pas de nom. Et à la génération Y, on a dit il y a celle d'avant, il y a celle d'après. Et à partir de là, on a mis les lettres de l'alphabet, comme on pourrait mettre dans les chevaux de pure race, et ainsi de suite. C'est assez marrant. Donc, je dirais pas que c'est un pavé, parce que c'est quand même une évidence qu'on a des conceptions de vie différentes, qu'on a des aspirations différentes. On se retrouve aussi sur certaines choses. Pour autant, est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau, ou est-ce que c'est simplement que les outils de communication font qu'on en parle beaucoup plus, on communique beaucoup plus là-dessus. Je reprends le professeur d'histoire que je rencontrais justement, qui participe à créer des référentiels sur les entreprises et leur histoire, qui disait la grosse différence qui existe, c'est que quand vous avez un jeune de la génération, même pas Y ou X, qui a besoin d'une information, il va sur son smartphone, il regarde. Mais il va le lire sans avoir l'intention de le retenir. Parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il en aura besoin, il reviendra sur son smartphone. Quelqu'un de la génération baby, et même X, qu'est-ce qu'elle fait? Y, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le lire sur Internet et elle va l'apprendre. Pour ne pas revenir en disant j'ai une chose de connaissance. Donc l'appréciation de l'outil et de la conception est aussi complètement différente, et ça c'est une évidence. Et il faut qu'un manager ou une entreprise ou un DRH prenne en considération ce type d'information. C'est quelque chose qui est véritablement importante, et qui le pavé même
l'option même de ce que peut être le concept de l'intergénération et de la conception du numérique. Donc ça, c'était un peu pour expliquer qu'on n'est pas sur une antinomie, il n'y a pas d'intrus entre les deux, que globalement, l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, on peut même penser que la notion d'intergénération, au moins peut-être pas d'intergénération, mais la notion de génération est arrivée parce qu'il y a eu le numérique qui est arrivé. Okay, le numérique, on s'est emparé d'Internet, des informations, et donc cette arrivée du numérique a déterminé des seuils, des écarts, des analyses qui disent les gens qui sont comme ça pensent pas pareil, les gens qui sont comme ça pensent pas pareil, alors que plutôt avant, c'était une mécanique normale qui se faisait et qui était quelque chose qui passait dans le domaine du quotidien. Donc ça, c'était un peu pour fixer ce qu'on était, puis comment elle se transforme par rapport à la solution, parce que les solutions aujourd'hui de détection des talents, parce que c'est à ce niveau-là qu'on parle de numérisation, à ce niveau-là, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte par rapport. Alors on l'a vu tout à l'heure sur un entretien, c'est de dire, de numériser l'entretien, c'est beaucoup plus simple. L'information, elle est accessible par tout le monde. L'information, elle n'est pas simplement dans je suis un manager, j'ai une information, le manager étant souvent peut-être le plus ancien dans l'entreprise, j'ai une information, je suis maître d'information, j'ai un pouvoir. Okay, je pense que la véritable motivation aussi, c'est que peut-être que le numérique, l'intergénération, que les générations qui sont arrivées sont une sorte de... On essaye que l'information ne soit plus un pouvoir, qu'elle soit quelque chose qui fasse partie vraiment de la vie de l'entreprise. C'est une société qui, dit-on, un logiciel de tout ce qui est le cycle de vie du salarié de l'entreprise, qui va bien du recrutement, la gestion des temps, tout ce qui est paye administration, tout ce qui est développement des talents, tout ce qui est la séparation, avec des problématiques importantes. Lorsqu'on a développé l'outil, par exemple, de séparation, l'idée d'un constat très simple, c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui de fidélisation. Comment je peux faire des analyses sur la fidélisation de mes salariés si je ne sais pas pourquoi ils s'en vont? Et là, vous avez directement certains DRH qui vous disent, ne vous inquiétez pas, moi, les seules personnes qui s'en vont, c'est les gens qui sont à la retraite. Et parmi ces gens qui sont à la retraite, est-ce qu'ils vont conseiller à leurs enfants de venir travailler chez vous, ou est-ce qu'ils conseilleront à des amis de venir travailler chez vous? Parce que c'est important de savoir cette notion-là. Personne quitte l'entreprise, mais est-ce qu'elle est toujours quelque part impliquée dans l'entreprise? Est-ce qu'il reste quelque chose? Et donc, c'est pour ça que la séparation nous a semblé quelque chose, une fonctionnalité relativement importante. Et on est sur une notion de la même façon, on a considéré que le dossier salarié, ce qu'on appelle les ressources, suivant les noms, corps HR et ainsi de suite, est quand même le ciment d'une information. Et que globalement, la qualité des informations qui vont se trouver justement dans cette base, dans le dossier salarié, sont véritablement ce qui va être le ciment d'une bonne gestion des talents, une bonne gestion des ressources humaines, parce que c'est avec ça que c'est capitalisé. Alors aujourd'hui, l'idée c'est de faire des outils simples parce qu'ils doivent s'adresser à tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'on détermine un outil, c'est de dire aujourd'hui, est-ce que cet outil peut être utilisé par tout le monde? C'est une évidence qu'on sait fort bien lorsqu'on développe un outil qu'on a plusieurs générations qui vont utiliser l'outil. Est-ce que cet outil-là il doit poser plus de difficultés à un autre? Non. Celui-là, il doit être utilisé de la même façon, l'information elle doit être faite de la même façon, et qu'elle doit être le plus simple possible à accéder. C'est comme ça qu'on a souhaité travailler pour développer une solution. Lorsqu'on parlait tout à l'heure du big data, c'est pouvoir rentrer sur une grande problématique, mais déjà dans une notion d'algorithme prédictif qui nous permettent déjà sur un historique de ce qui a pu se passer dans notre entreprise, de pouvoir déterminer des tendances, des risques. Aujourd'hui d'ailleurs, les services RH ne parlent plus de management, on parle de la gestion du risque, qui est devenu quelque chose d'important. Je gère un risque de départ, je gérer un risque, pourquoi pas, de mauvais climat social. C'est quand même quelque chose dont on parle. Et on parle beaucoup de comment je peux éviter un risque, et véritablement comment je peux optimiser ma gestion de l'entreprise. On va avoir des outils. L'idée, simplement, lorsqu'on parle de simplicité, c'est que le graphique est toujours intéressant parce qu'il vous donne en un seul coup d'œil les tendances. Et en ce sens, il nous semble intéressant d'enrichir au maximum nos outils pour dire, tiens, par exemple, je suis en train de faire du recrutement, où j'en suis rendu, combien de recrutements qui sont en cours d'embauche, combien j'ai fait d'entretien, quels sont les sites qui m'ont donné le plus de réponses satisfaisantes. Un certain nombre d'informations qui vont me permettre, de façon toujours simple, de pouvoir voir ce qui peut se passer et moi, en tant que manager, quel que soit mon âge, de pouvoir utiliser les outils sans avoir besoin, comme on le faisait à un certain moment, d'avoir un double dossier salarié sur un document Excel
et puis de savoir prendre des décisions en fonction de notre petit carnet où j'avais mis les différentes réflexions. C'est du vécu, hein, c'est pas quelque chose qui n'a pas existé, c'est quelque chose qui a vraiment existé. C'est aussi arriver, par exemple, à avoir des couples lorsqu'on parle beaucoup de compétences, et de pouvoir avoir des matrices telles que l'on connaît, qui sont peut-être, commencent peut-être déjà à être dépassées. C'est aussi la problématique du numérique, c'est que les choses vont vite. Ce qui était valable il y a 5 ans ou il y a 4 ans, aujourd'hui, tend à perdre de l'importance. Par exemple, aujourd'hui, les matrices de potentiel et les matrices de performance, qui étaient le symbole de tout ce qui est analyse des compétences, tendent à disparaître plutôt par des notions qui vont être la performance collective, la performance individuelle, et des notions qui intègrent bien ces notions d'équipe. Donc on est vraiment dans des représentations qui sont importantes. Le simple aussi, c'est, vous savez, si vous rencontrez un du numérique aujourd'hui, les réseaux, la vitesse des réseaux est relativement importante, puisqu'on a quelques désagréments. Ce que je disais aujourd'hui, c'est que c'est important d'avoir une vue assez synthétique et simple quand je rencontre un salarié, et pas être obligé de me promener sur 45 écrans pour savoir quel est le résultat de son dernier entretien, est-ce qu'il correspond au poste, depuis combien de temps il n'a pas été augmenté, est-ce que c'est un acteur clé de l'entreprise, combien ça correspond à sa rémunération, enfin, certaines informations qui sont l'avis du salarié et comment tout ce salarié vit en fin de compte et avoir une parfaite visu de ça. Alors on va nous créer des écrans de ce type-là, qui sont en fin de compte des box paramétrables, où je vais indiquer à l'intérieur une quantité d'informations, toujours dans le principe de simplifier au maximum cette vue, de façon à ce que le manager ou la personne puisse facilement repérer les différentes informations. Voilà. Donc, j'ai essayé sur ce webinaire, cette notion d'intergénération, elle est véritablement importante. C'est un vrai challenge. Et nous, quand on a vu le résultat, ok, quand on a vu le résultat, on a été très étonné de cette clé comme étant la vraie problématique de dire, mais à aujourd'hui, première problématique des DRH, ok, la gestion des talents, mais la première, c'est comment on va gérer cette intergénération. Donc c'est une vraie problématique aujourd'hui, ok, c'est quelque chose qui est important. Alors, la question aujourd'hui, donc j'arrive à la fin, hein, on a pu le voir, vous le voyez ici, on vous dit qu'il peut télécharger la présentation et que les réflets sont disponibles sur la page du webinaire. Est-ce que certaines personnes ont des questions? Est-ce que peut-être c'est un sujet qui peut amener des débats assez contradictoires, peut-être en fonction aussi des âges, à partir de là, donc il ne faut pas hésiter à poser vos questions, hein, c'est quelque chose qui est important. C'est aussi, n'hésitez pas à noter l'intervention que nous avons pu faire, hein. On accepte très bien la critique, il n'y a aucun problème là-dessus, ça nous aide aussi, nous, à travailler et à progresser. Okay. Vous pouvez le charger. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez aller sur notre site, hein, et poser ces questions-là. Et si vous souhaitez voir les différents résultats de notre enquête que nous avons fait sur les préoccupations des différents métiers de la RH et des préoccupations que l'on peut avoir, donc c'était simplement un mini-extrait, les 2 stats que j'ai donnés, ils seront bientôt, dans quelques semaines, mis à disposition sur notre site et consultables par n'importe quelle personne qui souhaitera voir comment les DRH, qui ne sont pas systématiquement nos clients, hein, l'enquête qui a été faite sur un panorama de DRH qui ne sont pas nos clients, qui sont des gens qui ont été intéressés et qui avaient des choses à dire, qui avaient envie d'exprimer quelle était leur vision de DRH pour le faire. Donc voilà, si vous avez besoin de charger, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas, vous allez sur notre site, il y a tout ce qui est nécessaire pour pouvoir gérer ce type de problème. On va attendre quelques instants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Et puis, et autrement, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi en espérant que ça vous a plu et que vous avez retiré quelques avantages de cette présentation. Donc, écoutez, je vois qu'il n'y a pas trop de questions, donc je vous souhaite un bon après-midi et puis n'hésitez pas à charger la présentation. Au revoir à tous et à bientôt, j'espère.